Au cours de l'hiver 1989 et du printemps 1990, des centaines de Belges et d'Allemands aperçoivent dans le ciel un objet triangulaire aux lumières aveuglantes. Cet ovni, qui stationne à basse altitude au-dessus des habitations, est signalé par des civils, des patrouilles de police et du personnel militaire. Puis, le 30 mars 1990, deux stations radars de l'OTAN basées à Semerzak et Glon visualisent sur leur écran un objet non identifié passant au sud de Bruxelles. Deux avions F-16 de la force aérienne belge sont immédiatement envoyés pour l'intercepter. Leur radar accroche un ovni en forme de diamant qui se met à chuter brutalement de 1300 mètres en une seconde. Puis, arrivé à moins de 200 mètres du sol, l'ovni s'évanouit tout à coup des écrans radars. La force aérienne belge n'a trouvé aucune explication. Un scientifique a même estimé que les pilotes ont poursuivi un phénomène atmosphérique rare. Pourtant, la poursuite a duré 75 minutes et l'objet a été observé sur 5 écrans radars au moins. Et puis, il reste le témoignage de centaines de témoins oculaires. Nous avons imaginé toutes les explications possibles au sujet des ovnis. Depuis les débuts de l'histoire, les observations d'ovnis se sont inscrites dans un spectre allant du sublime au manifestement absurde. Si l'on doit en croire les rapports, nous sommes l'objet d'une certaine curiosité et chaque année, plusieurs centaines de personnes prétendent avoir fait des observations ovnis. I mean, that could not be a weather balloon. That's impossible. Well, it's going up and then going over, reappearing, and it's sort of going in a sort of circle, isn't it? Tell you what, I'm pleased I got that on bloody film. Il existe un endroit où un ovni a semé la panique, c'est à Gulf Breeze, dans le nord de la Floride. Over those dunes, right there. Over the dunes. Oh my God. There she is. There she is, right there. Oh my God. Okay. Kind of way out. There's that boat just went by. Oh, Jesus, when you know it. Le promoteur immobilier Ed Walters filme cet ovni avec son caméscope en novembre 1993. Mais ce n'est que le dernier événement en date d'une série qui a bouleversé Gulf Breeze. En 1987, Ed Walters photographie déjà ses ovnis très nets avec un simple appareil Polaroid. Cet original très sombre est censé représenter un ovni stationnant au-dessus d'une route. Des spécialistes photos ont éclairci le cliché, ce qui a révélé plus de détails dans les couches d'émulsion. Pour de nombreux observateurs, ces photos prouvent au moins que les ovnis sont ici pour y rester. Et s'ils demeurent des sceptiques, une chose est sûre. Ces événements ont vraiment placé Gulf Breeze sous les projecteurs de l'actualité. Il y a tellement de centaines d'autres témoins locaux et des milliers d'autres témoins dans le monde entier qui n'ont peut-être pas été sous les feux des médias comme moi-même, peut-être parce qu'ils n'ont pas écrit de livre, ou pour d'autres raisons, que je ne crois pas qu'il s'agisse simplement de l'histoire d'Ed Walters. Je crois que l'histoire des ovnis existe en elle-même, et qu'il y a des milliers de gens qui sont sincères et disent qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Avec une base navale au large, cette vaste étendue de ciel et d'eau est idéale pour les passionnés d'ovnis, déferlant jusqu'à Gulf Breeze et autour de Pensacola. What is that baby doing? Oh, it thing looks like it's moving around, doesn't it? I see two of them moving to the west, slowly. Oh, whoa, 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 what's going on up there? There's two of them. Who is that? Look, 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 God! Look, 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 look! Yo, look, it's right there! Just drop something.
Sur les 5 heures d'enregistrement vidéo de Bruce et Anne Morrison, on voit d'étranges lumières manœuvrant au-dessus de la baie. J'étais en train de déjeuner avec une amie un jour au travail. Elle avait entendu parler des apparitions de Gulf Breeze, mais ça n'avait pas encore fait les gros titres des journaux de Pensacola, vous savez. Gulf Breeze est une petite communauté à l'extérieur de Pensacola. Et elle commença à me parler de cet homme à Gulf Breeze, qui avait pris toutes ces magnifiques images. Il y avait eu des articles à ce sujet dans le journal, et je me souviens de ma réaction bizarre. Soudain, j'ai regardé mes bras et j'avais comme des frissons sur tout le corps. C'était une immense sensation d'émerveillement et de stupéfaction. 3 minutes, 29 seconds. Oh, it's white. Turning white there. There's 3 of them. Yeah. Let's go what? Whoa, go, baby, go, Bubba. Come on over here and show us some more, Bubba. I can tell you right now. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai effectué des sorties avec des gens qui s'excitaient à la vue d'un avion. Il y avait un type qui se joignait parfois à notre groupe et pour qui tout avion qui passait était un ovni. Et il devenait dingue et furieux si vous le regardiez, si vous lui disiez que c'était un avion. Je veux dire qu'il pouvait s'agir d'un 727 à 5000 pieds au-dessus de votre tête. Et s'apprêtant à atterrir sur l'aéroport de Pensacola. Mais ce type l'aurait vu et aurait dit que c'était un ovni. Et c'est son droit. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et c'est sur ma pellicule. Et si vous voulez le croire, c'est bien. Et si vous ne voulez pas y croire, c'est bien aussi. Oh! Whoa, whoa, whoa! Oh, it's kind of green. Got a green halo around it, doesn't it? Did y'all see green around it? Yeah. All right. Les clichés d'Ed Walters semblant trop beaux pour être vrais, celui-ci devient tout naturellement la cible des démystificateurs. Eh bien, c'est vraiment révoltant. Je suis un type normal qui construit des maisons. Je suis un ouvrier, et voir quelque chose d'aussi extraordinaire, le raconter et se faire démolir, c'est vraiment scandaleux. On ne s'attend pas à ce genre de réaction. On s'attend à ce que les gens vous disent « c'est extraordinaire » plutôt que « t'es cinglé ». Over the dunes. Oh my God. There she is. There she is, right there. Oh my God. I would like for somebody. J'aimerais que quelqu'un du complexe militaro-industriel appartenant aux gouvernements mondiaux, j'aimerais que quelqu'un se déplace et dise « ne vous inquiétez pas de ce que c'est, voilà la réponse, dormez tranquille ». Mais personne ne fait ça. Ils ne savent rien, j'imagine. Je pense qu'ils cherchent tout comme nous. Je crois que lorsqu'il y a une panique due aux ovnis, alors les militaires et les gouvernements du monde s'y intéressent en coulisses. Les relations conflictuelles entre gouvernement et ovnis trouvent leur concrétisation avec le Project Blue Book de l'US Air Force, chargé d'enquêter sur les observations d'ovnis s'étant produites au cours des années 50 et 60. Le laboratoire de propulsion par réaction affirme qu'il s'agit d'un avion léger, mais Lee Hansen, le photographe, certifie que ce n'est pas le cas. Alors qu'il traverse Monument Valley en voiture, James Waters voit passer un objet brillant à vive allure, suivi d'un autre une seconde plus tard. Il ralentit. Les objets semblent alors se contracter et se dilater. Explication officielle, il s'agit d'une météorite. Mais 2 météorites peuvent-elles se suivre? Deux autres films d'OVNI ont été étudiés dans le cadre du Project Blue Book. L'un pris près des grandes chutes du Montana et l'autre dans le ciel de l'Utah. Allen Hynek, astrophysicien, choisi comme expert au sein du Project Blue Book, est d'abord sceptique. Mais après avoir analysé ces films, il change d'avis.
La pellicule de l'Utah avait déjà été soumise à quelques milliers d'heures d'analyse humaine par le laboratoire d'analyse photographique de la marine. Les membres bondirent de leurs chaises et grimpèrent au mur et demandèrent en effet de revoir plusieurs fois la pellicule. Or, la marine, sur la base de leur analyse détaillée des pellicules de Utah, avait conclu que les objets vus sur les pellicules ne pouvaient pas être des ballons atmosphériques, des avions ou autres, et qu'il s'agissait en effet d'objets non identifiés et autolumineux. En dépit de cette conclusion, l'équipe réfuta tout cela et conclut que les objets étaient réels, bien que non identifiables, et que donc, il devait s'agir d'oiseaux. J'ai quitté la réunion et la salle avec néanmoins la nette impression que l'équipe avait fait délibérément en sorte de démystifier toute la question et de ne pas accorder au sujet l'attention scientifique sérieuse qu'il méritait. Dans le ciel d'Angleterre, un ovni surgit de nulle part et vole aux côtés du Concorde. Il semble contrôlé par une intelligence, mais les caméras peuvent se tromper. Les vols étaient filmés par un système de caméras périscope spécialement conçu, le système Astravision, qui emploie une combinaison complexe de lentilles et de prismes. Nous avons demandé à Alan Tanner, membre de l'équipe qui étudia le film de la British Airways, de regarder les choses de plus près. Eh bien, c'est probablement la prise de vue d'OVNI à laquelle tout le monde fait référence lorsqu'on parle des ovnis et du Concorde. Et là encore, vous verrez que ça ressemble beaucoup à d'autres prises de vue que nous avons, avec de petites marques marrantes dessus, que les gens prennent pour des ovnis ou je ne sais quoi. Regardez attentivement et vous verrez qu'il y a cette petite tache de lumière qui vient là et qu'on pourrait facilement prendre pour un ovni. Mais en fait, il est très possible que le Soleil, qui était voilé sur la gauche, ait été saisi par l'élément frontal du système de périscope Astravision, engendrant un reflet interne. Et je pense que ça signifie que la caméra se déplace, cette petite tache bouge également, et je ne crois pas que ce soit un ovni. Au-dessus des lacs du Norfolk, 3 pêcheurs filment un ovni en forme de losange. On tente de savoir s'il s'agit d'avions ou de ballons atmosphériques. En fait, le ciel est totalement dégagé. 3 mois plus tôt, au bord de la mer Noire, un touriste enregistre ces images avec son caméscope. Cela semble très étonnant jusqu'à notre rencontre avec Simon Nash de chez Panasonic. Voici un moteur Iris de base. Le principe du moteur Iris consiste à réguler le flux de lumière pénétrant dans la caméra. Le moteur Iris s'ouvrira lors de scènes très sombres ou peu éclairées, et il se fermera lors de scènes vivement illuminées ou de grande intensité lumineuse. Nous n'avons réellement aucune idée de ce qu'est cet objet dans le ciel. Ce pourrait être un reflet provenant d'un avion ou d'une autre source lumineuse. Mais lorsque la caméra commence à zoomer, on voit clairement ici la forme du véritable élément iris dans la section lentille de la caméra. Il semblerait que ce soit causé par un reflet de lumière pénétrant le devant de la caméra et rebondissant çà et là entre les éléments de lentille. Pris en sandwich entre les éléments de lentille se trouve le moteur iris, qui saisit cette forme caractéristique, souvent aperçue lorsqu'on regarde directement ou indirectement en direction du soleil. Mais l'image au début de la cassette est assez inhabituelle et c'est quelque chose ne pouvant être expliqué par la technologie normale. Au cours des 30 dernières années, quelques 8000 apparitions d'ovnis ont été signalées à un service spécial du ministère de la Défense britannique. Environ 400 d'entre elles, soit 5%, demeurent non identifiées. Nick Pope fait partie de ce ministère. La chose qu'il faut souligner, c'est qu'environ 95% des rapports qui nous parviennent peuvent être très facilement expliqués. Il y a probablement un noyau dur de 5% qui semble défier l'explication. Et il va de soi que nous gardons un esprit ouvert vis-à-vis d'eux. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que quelque chose semble inexplicable qu'il ne pourrait pas être explicable le jour suivant.
Récemment, il y a eu un dirigeable en opération au-dessus du Royaume-Uni, et il était fortement illuminé de l'intérieur. Or, si vous le regardez en plan rapproché, c'est à l'évidence un dirigeable. Mais lorsque vous le regardez depuis une grande distance, il ressemble simplement à un objet en forme de cigare, très brillant. Et bien entendu, cela a engendré un nombre incroyable de témoignages. De nombreux rapports continuent de défier la raison. Dans une vallée près d'Ottawa, l'objet à droite a été vu par une bonne douzaine de personnes. La police montée royale du Canada a dit qu'il s'agissait en réalité d'un hélicoptère Sikorsky. Mais le ministère de la Défense canadien affirme, lui, qu'il n'y avait pas d'hélicoptère dans cette zone. Cet objet bizarre, filmé au-dessus d'un champ de blé anglais, demeure un mystère. Le conducteur du tracteur, au loin, affirme avoir vu un petit disque argenté voler en silence et à grande vitesse au-dessus de sa tête. Un caméraman de la télé filmant un sujet sur la météo dans le Wisconsin aperçoit un objet passé à plus de 1600 km/h au-dessus d'un moulin à vent. On a vérifié auprès de la base aérienne locale et du réseau de défense NORAD, il n'y a pas eu d'autres témoins. Dans l'Oxfordshire, une équipe TV filmant un sujet sur l'agriculture remarque cet objet au-dessus des champs. Tout d'abord, nous avons vu ce qui nous paraît être une très grande traînée de vapeur, plus fine que les traînées de vapeur ordinaires. Puis, lorsque cette traînée s'évanouit, c'est parti en ligne droite. L'objet était à l'évidence circulaire, et il y avait une couleur jaune-orange qui semblait s'arrêter très lentement, et puis très vite sortir du champ de vision. Ça allait tellement vite qu'on ne pouvait pas suivre. Ça semblait aller à une allure dingue, incroyable. Tout d'abord, ce fut une traînée de vapeur qui sembla apparaître brusquement. La ligne dans le ciel précédant la traînée de vapeur apparut elle aussi, visible comme si c'était passé au-dessus de nos têtes, sans qu'on ait rien remarqué. Alors la traînée de vapeur elle-même formait une sorte de spirale, comme si l'objet qui prenait les devants était en train de tournoyer. Et si l'on regardait cet objet à l'œil nu, il était évident qu'il tournoyait, et qu'il était orange et circulaire. Plus de 35 000 rapports ovnis émanant du monde entier proviennent de pilotes civils et militaires. C'est le cas du colonel Fletcher Protey, qui commandait une escadrille aérienne basée à Tokyo dans les années 50 et qui fut l'un des 5 fondateurs de l'immense réseau de défense du NORAD. Mes avions tournaient dans le ciel de la moitié de la planète, régulièrement. Un jour, je reçus un mémorandum top secret venant de la Maison-Blanche, de l'état-major de l'Air Force. Et il m'ordonnait de dire à mes équipages que si jamais ils voyaient un objet non identifié, ils devaient me le signaler. Je devais les faire parler et prendre leur déposition, leur déclaration sous serment, puis les envoyer à un certain bureau du Pentagone. Un jour, l'un de mes équipages, sur un vol reliant Honolulu à Tokyo, vit quelque chose qu'il devait signaler. Et ils rentrèrent dans mon bureau un matin, et le capitaine de l'équipage, qui était une vieille connaissance à moi, me dit « Mon colonel, je suis vraiment un peu ennuyé aujourd'hui, parce qu'on va avoir pas mal de paperasse à faire », ajouta-t-il. Nous avons vu un objet non identifié à côté de notre avion durant plus d'1 heure, la nuit dernière, entre Midway et Tokyo, avec 60 passagers à notre bord. Aucune possibilité de dire que ce n'était pas là et qu'on ne l'a pas vu. Et donc, j'avais 12 hommes dans cet équipage et j'ai dû apprêter 12 pièces avec 12 interrogateurs. Nous devions coucher par écrit leur récit, ce qu'ils avaient vu, emballer tout ça puis l'envoyer à l'état-major de l'Air Force, mais on n'en a plus jamais entendu parler.
En Amérique, le secret qui entoure les ovnis, hérité de la guerre froide et du développement des nouvelles armes nucléaires, est toujours d'actualité. Par contre, en Russie, les choses ont l'air de changer. Nous avons pu rencontrer des militaires de premier plan de l'ex-Union soviétique. Ils apportent non seulement leurs propres témoignages, mais évoquent aussi les enquêtes liées aux observations d'ovnis. Aujourd'hui, chaque mois, des centaines de cas sont signalés aux groupes OVNI et aux autorités militaires. Alors qu'une équipe de tournage russe enregistre un clip vidéo, le public aperçoit soudain cet objet au centre de Tbilissi. À Moscou, un officier du KGB et sa famille filment un groupe de lumières non identifiées. Depuis peu, les gens osent signaler des ovnis et font circuler des images comme celle-ci. Durant des années, les gouvernements ont empêché les témoins de révéler une observation d'ovni. Aujourd'hui, pour la première fois, le général de division Boris Sourikov évoque un ovni rencontré au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'engin, en s'approchant, charge d'électricité leur bombardier, menaçant de faire exploser le carburant. Pour sauver l'avion, l'équipage largue ses bombes, mais par crainte de représailles, consigne dans son rapport avoir pleinement rempli sa mission. Une forme de ce genre-là. Voici un rayon de feu. Cette partie est rougeâtre. L'avant est lumineux. Et ça volait à très grande allure. Ça illuminait l'espace tout autour. On aurait dit un coucher de soleil en miniature. Au centre se trouvait un objet volant d'une étrange apparence. Ça ne ressemblait pas du tout à une déflagration antiaérienne. Le diamètre d'une flamme provenant de l'explosion d'un missile antiaérien est d'environ 10 mètres. Là, c'était plus large et plus long que toutes nos navettes spatiales. C'était au moins 2 fois plus long. Et ce n'est pas le genre de choses que nous ou les Américains envoyons dans l'espace. And it isn't the type of thing which we or the Americans launch into space. Un incident qui a modifié l'attitude des militaires russes à propos des ovnis s'est produit le 20 septembre 1977 à Petrozavodsk, à la frontière russo-finlandaise. À 4 heures du matin, plus de 170 témoins, dont une vingtaine de policiers et de gardes-frontières, voient un énorme objet brillant projetant des rayons de lumière. Ils stationnent au-dessus de la ville pendant un quart d'heure avant de se diriger vers la frontière finlandaise et après avoir été observés pendant au moins 4 heures au-dessus de la région. Le colonel Boris Sokolov dirigeait l'équipe d'enquêteurs du ministère de la Défense. Plus tard, ayant lu le rapport, je découvris qu'un important groupe de militaires avait assisté à l'événement à plusieurs centaines de kilomètres de Petrozavodsk, dans l'une des zones frontalières. Mais lorsqu'ils tentèrent de faire un rapport en employant les moyens habituels de communication militaire, téléphone, liaison radio, ondes courtes, plus rien ne fonctionnait. À la suite de cet événement qui s'était produit durant plusieurs heures dans le ciel de Petrozavodsk et un peu plus brièvement au-dessus de la zone frontalière, toutes les communications se remirent brusquement à fonctionner. All communications were suddenly restored. Cet événement a tellement intéressé les militaires que pour la première fois, ils mirent sur pied avec des scientifiques un projet de recherche financé par l'État. L'Académie des sciences russes et le ministère de la Défense à Moscou disposaient de millions de soldats à titre d'observateurs. Il y a eu un grand nombre d'expériences qui ne seront jamais répétées. Cela a duré 10 ans et toute l'Union soviétique était impliquée, 1/6 du globe. Et le nombre d'observateurs potentiels dépassait les 10 millions.
Jusqu'à aujourd'hui, cet incident n'est pas considéré comme de la désinformation destinée à couvrir le lancement de fusées secrètes. Aujourd'hui, pour la première fois, le colonel Sokolov certifie que ces faits réels ont déclenché l'un des projets de recherche OVNI les plus vastes au monde. Si les ovnis sont des objets réels, ils semblent alors être le résultat d'une extraordinaire technologie. À Moscou, il existe une organisation financée par l'État qui enquête activement sur de nouveaux systèmes de propulsion extrapolés d'après les rapports OVNI. Le docteur Anatoly Akimov en est le directeur. Nous n'allons pas limiter les objectifs de notre recherche en tentant simplement d'expliquer des expériences physiques anormales. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aller au-delà des frontières habituelles d'une enquête. Si nous croyons, et nous avons des raisons de le croire, que les ovnis existent comme un phénomène réel, alors naturellement la question se pose de savoir si la science contemporaine est capable d'y comprendre quoi que ce soit. En opposition absolue avec l'ouverture d'esprit des Russes, le ministre de la Défense britannique continue de nier un incident qui arriva en 1980, ici à l'endroit nommé Woodbridge, où se trouve une base de la force aérienne américano-britannique. C'est l'une des bases aériennes militaires les plus actives du Royaume-Uni. Ses activités sont très secrètes et elle abrite l'un des plus gros stocks de réserves d'armes nucléaires de l'OTAN. Le 28 décembre à l'aube, deux équipes d'officiers de sécurité de la base partent enquêter sur d'étranges lumières aperçues dans la forêt. Dans une équipe, le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Halt. Dans l'autre, Larry Warren, âgé de 19 ans à l'époque. J'étais dans la forêt de Rendlesham les 28 et 29 décembre 1980. Là où, juste derrière moi, se trouvait le colonel Halt et un groupe d'officiers et de sous-officiers qui ont vu les événements enregistrés cette nuit-là, à peu près à 2 kilomètres dans cette direction. Ce que j'ai vu s'est produit juste là, alors que je me dirigeais vers ce champ. Je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Personne d'autre avec moi ne pouvait s'en douter à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'était que ce champ devant moi était éclairé par une lumière très vive et étrange. J'avais remarqué que ce chêne géant ici était lui aussi très éclairé. Ça a été mon premier indice que quelque chose ne tournait pas rond. Comme l'exige la procédure courante, le lieutenant-colonel Halt enregistre sur cassette l'avancée de ses équipes dans la forêt, lesquelles mesurent le taux de radiation, avant de remarquer quelque chose au travers des arbres. Les voix que vous entendez proviennent de la cassette originale, seules les images sont une reconstitution. Tandis que Halt et son équipe se dirigent vers la lumière, Larry Warren et les autres voient devant eux un étrange cercle de brume dans le champ. Devant moi, alors que nous approchions et que je regardais cette brume sur le sol, il y avait d'autres membres de l'Air Force, de la sécurité et de la police, tous, partout dans le champ. Là-bas, plus loin, se trouvaient 2 caméras. Et l'une d'elles était une caméra vidéo, l'autre étant une caméra de cinéma. À l'époque, les caméras vidéo étaient réellement de la grosse technologie. Tout ce que j'ai vu dans ce champ fut saisi sur pellicule cette nuit-là, à la fois sur photographie et sur film. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que j'ai vu alors que je marchais au centre de la zone où se trouvait la brume, on peut le voir clairement. C'est ici que tout s'est passé. Après avoir regardé cet objet au sol, une boule de lumière rouge s'est mise à bouger. J'ai cru qu'il s'agissait du roulement au sol d'un indice de la base de Woodbridge, derrière moi, à environ 1 mile. Soudain, l'objet arriva. Forêt et arbres furent comme suspendus, et le brouillard circulaire
L'objet lumineux au sol se dispersa dans une explosion de couleurs qui ne fit pas de bruit, ne dégagea pas de chaleur. Cette brume se mit d'une manière ou d'une autre à se transformer en un objet structuré. Ça faisait environ 9 mètres à la base, 6 mètres de hauteur. Il y avait des lumières bleues et noires à la base, et comme une sorte d'arc-en-ciel nacré au-dessus. C'était très difficile de le regarder bien en face. Quand l'ensemble des témoins s'est rendu compte de la transformation, certains restèrent pétrifiés. D'autres prirent la fuite. Pourquoi je ne les ai pas imités, je ne sais pas. Peut-être que j'étais encore en état de choc. Mais les militaires ne sont pas les seuls témoins de l'événement. Depuis sa maison située près de la piste d'atterrissage, Jerry Harris observe les étranges lumières autour de la forêt. Je suis resté là des siècles. Oui, c'était comme si je regardais là durant des siècles. Et puis, ça descendait en dessous des arbres, ça allait vraiment dessous les arbres, et ça revenait encore et encore, ça zigzaguait ça et là. Et je me disais que si c'était des avions qui allaient s'écraser dans la forêt, c'était parce que la piste d'atterrissage était là-bas et qu'eux se trouvaient ici. J'ai entendu ces bruits au-dessus de la base. Oui, j'ai entendu ces voix qui criaient. Je ne pouvais saisir ce qu'elles disaient, car c'était au loin, mais je pouvais les entendre. Le vent soufflait dans ma direction. Et j'entendais aussi des véhicules démarrer et se mettre en route. Bon, j'imagine que n'importe qui aurait pu inventer cela avec beaucoup d'imagination. Cependant, je ne vois pas pourquoi qui que ce soit aurait décidé de monter cela et de s'y tenir 14 années durant, alors qu'on a tous, à coup sûr, d'autres choses à faire. Je ne crois pas que quelqu'un pourrait monter un truc pareil, c'est pas évident. Vraiment, vous pourriez me virer de cette histoire, mais cette histoire continuera à exister. Elle ne va pas disparaître. Non, elle ne disparaîtra pas. Strictes consignes de sécurité, démentis et explications se sont succédés juste après l'observation. On évoque le phare d'Oxford Ness à 10 km de là, des météorites, des voitures de police, des étoiles brillantes. Les supposés films et photos n'ont jamais été diffusés. Mais il reste cependant un sérieux élément de preuve. Le rapport du lieutenant-colonel Halt considéré comme authentique par le ministère de la Défense britannique. Cela fut révélé 3 ans plus tard à cause de la pression exercée par Warren et d'autres personnes employant le décret américain pour la liberté de l'information. Je n'étais pas là au moment des apparitions de Woodbridge, et je ne peux donc être certain de ce qui s'est passé. Il se pourrait bien qu'aucune explication ne puisse être fournie pour ce qui arriva cette nuit-là. Mais, faute de preuve d'une quelconque menace, quelque chose peut demeurer inexpliqué sans impliquer une recherche officielle plus poussée. En dépit des affirmations gouvernementales, on ne peut ignorer les affirmations de Lord Peter Hill Norton, amiral de la flotte et ex-chef de l'état-major de la défense britannique au début des années 70. À mon avis, quelque chose de vraiment matériel s'est produit. Je ne doute pas que quelque chose ait atterri sur cette base américaine de l'Air Force. Je ne doute pas que des gens s'y soient intéressés, que les gens de l'Air Force américaine et que le général commandant la base s'y soient intéressés au plus haut point. Selon moi, le ministère de la Défense, qui fut régulièrement interrogé à ce sujet, non seulement par moi, mais aussi par d'autres gens, s'est restreint à sa normale ligne de conduite d'après laquelle rien ne touchant aux intérêts de la défense ne s'était produit à cette occasion. Ma position là-dessus a toujours été assez claire.
Et j'ai parlé de ça à la fois en public, à la télévision et à la radio. Et je l'ai dit aussi à Lord Trefgarne, face à face, lorsqu'on s'est rencontrés. Et aussi devant un grand nombre de gens, dont le commandant en chef de Bentwaters. Je disais qu'ils avaient halluciné, et que pour une base nucléaire de l'Air Force américaine, c'était très dangereux. Or, ce qui devait arriver arriva. Et dans ces circonstances, il n'y a qu'une seule réponse possible. Elle concerne la sécurité du Royaume-Uni. Et jamais on ne m'a contredit pour cette position. La plupart des observations d'OVNI sont faites par des gens comme vous et moi, et certains sont parfois traumatisés par cet événement. Mais ce qui est plus traumatisant encore, c'est quand ceux qui ont vécu ce genre de choses sortant de l'ordinaire sont ridiculisés ou même menacés. Au Nouveau-Mexique, par exemple, lorsqu'on découvre qu'un ovni se serait écrasé près de Roswell. Il déclara « Vous n'avez rien vu. Il n'y a pas eu d'accident ici. Vous n'allez pas en ville. Ne faites pas circuler de rumeurs comme quoi vous avez vu quelque chose, qu'il y aurait eu un accident. » Voilà ce qu'il me dit. Vous pourriez avoir un tas de problèmes. Bon, j'étais un peu troublé, un peu malade de cette situation. Ça devenait hystérique et je rétorquais « Eh monsieur, je suis un civil et vous ne pouvez pas me faire des misères. » Il m'a répondu « Oh, si on peut, mon gars. Quelqu'un viendra ramasser tes os enfouis dans le sable. » L'affaire du crash de la soucoupe volante et de ses occupants extraterrestres est devenue une classique et solide histoire d'OVNI. Le 8 juillet 1947, près de Roswell, au Nouveau-Mexique, Mac Brazel découvre un extraordinaire amas de débris métalliques largement dispersés sur les terres de son ranch. Quelques jours plus tard, il contacte le shérif local, George Wilcox, qui appelle la base de l'armée de l'air de Roswell. Le major Jesse Marcel est envoyé pour enquêter et recueillir le maximum de débris. L'armée publie un communiqué de presse dans lequel elle affirme avoir retrouvé une soucoupe crachée au sol. Mais un peu plus tard, le même jour, le général de division Ramey dément et affirme que ces débris ne sont que les restes d'un ballon atmosphérique tombé au sol. Pour Fred Whiting, du Fonds pour la recherche OVNI, la conclusion officielle n'a aucun sens. Avec d'autres chercheurs, il a enregistré les témoignages de quelques témoins encore vivants et de membres de leur famille. Jusqu'ici, les histoires de soucoupes crachées étaient des histoires qui se répétaient de bouche à oreille. J'ai un frère qui a un cousin, qui a un oncle dont le coiffeur dit qu'il connaît quelqu'un ayant entendu quelque chose. Voilà la manière dont la plupart de ces récits ont circulé. C'est très frustrant car ce n'est pas une piste qu'on peut suivre. On ne peut vérifier les faits. Et selon toute vraisemblance, l'histoire est fantomatique car elle a été racontée par tellement de personnes qu'elle est très déformée. Roswell, c'est différent. Roswell présente une galerie de personnages qui sont connus. La plupart d'entre eux étaient toujours vivants, même 46 ans après. Une chose dont je suis certain, étant familier de toutes ces activités, c'est que ce n'était ni un ballon sonde, ni un avion, pas plus qu'un missile. C'était autre chose dont nous ne savons rien. Il y avait juste des fragments répandus dans toute la zone. Une zone d'environ 6 km de long et large de plusieurs centaines de mètres. Un soir, on regardait la télé et il y avait une sorte d'émission sur l'espace. Ma grand-mère m'a regardée et m'a dit « Barbara, est-ce que tu crois qu'il y a une vie extraterrestre ?» J'ai répondu « Tu sais bien que j'y crois. » Et alors elle a dit « Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te dire, mais je veux que tu n'en parles jamais à personne, car moi je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. » À cette époque, elle était pile en train d'écrire un article où elle parlait de soucoupes volantes. C'est la seule chose qu'elle ait jamais couchée sur le papier et je lui demandais « Bien, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Je pensais que ça allait être totalement différent de ce qu'elle m'a dit en effet. Elle m'a dit « Au cours des années 40, un vaisseau spatial, une soucoupe volante, comme les gens disaient, s'est écrasé à Roswell. » C'est intéressant. Comment tu sais tout ça, grand-mère? Et elle m'a répondu « Ton grand-père George était shérif à l'époque. Lorsque l'incident est arrivé, la police militaire est venue au palais de justice, à la prison. Ils nous ont dit, à George et à moi, que si jamais on parlait de cette histoire de quelque manière que ce soit, non seulement on se ferait tuer, mais le reste de la famille également. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils savaient au juste?
but the family, that they would get the rest of the family. Why? What did he know? D'après les témoins, les militaires découvrent bien plus qu'un vaisseau spatial écrasé au sol. Une autopsie aurait eu lieu dans la base militaire, dont fut témoin une nourrice, proche amie du croque-mort local. Elle déclara que lorsque l'une des mains fut détachée du bras et que lorsque les médecins la retournèrent, elle remarqua qu'au bout de ses petits doigts, qui ressemblaient à des coussinets, il y avait des petits trous semblables à de petites ventouses, à chaque extrémité de doigt. Et elle dit qu'il n'y avait pas de pouce et qu'il n'y avait que 4 doigts. J'ai essayé de savoir si le Pentagone s'en tenait toujours à cette histoire de ballon-sonde. Et j'ai donc rédigé toute une série de lettres adressées à des sénateurs et à des membres du Congrès. Et j'ai aussi poussé d'autres chercheurs à faire comme moi. Ce qu'on a obtenu, c'est un bon modèle de démenti et de renvoi de balles. Des citoyens du Nouveau-Mexique ont alerté leurs propres représentants au Congrès. Stephen Schiff s'est occupé de l'affaire en leur nom. D'après les déclarations des témoins, il y a un certain nombre d'individus qui affirment que, quelle que soit la chose récupérée autour de la zone actuellement nommée Corona, près de Roswell, elle fut apparemment mise dans un avion spécial apprêté à cette fin. Cet avion était sous protection d'une garde armée, car des témoins ont vu la police militaire. Je ne crois pas que des ballons-sondes seraient normalement transportés par avions spéciaux sous garde armée. De sorte que la question, une question bien légitime, se pose de savoir si c'était bien un ballon-sonde. J'ai obtenu une réponse d'un colonel de l'Air Force qui m'a juste dit que ma requête avait été transmise aux archives nationales, que c'était simple, rapide. Et puis j'ai à nouveau contacté le ministère de la Défense. Et j'ai reçu une réponse émanant d'un niveau un peu plus élevé. On vous renvoie aux archives nationales. Et donc, j'ai contacté les archives nationales. Les archives nationales m'ont répondu qu'elles ne possédaient rien au sujet de l'incident de Roswell. Et inutile de le dire, j'ai considéré que tout ça était une perte de temps. Les choses en étaient à ce point lorsque j'ai demandé à notre bureau comptable de m'assister. Le bureau comptable, à la requête des membres du Congrès et de Schiff, accepta de mener une enquête pour savoir s'il y avait ou non une dissimulation d'informations relatives aux événements de Roswell. Un enquêteur fut nommé pour s'occuper de l'affaire, devant bien sûr en référer au bureau des membres du Congrès, du fait que le bureau comptable est une émanation du Congrès. C'est la section enquête du Congrès. Cet enquêteur approcha un officiel appartenant au bureau de liaison de l'Air Force avec le Congrès, le directeur des projets et des opérations, un certain colonel Larry Shockley. Et l'enquêteur dit au colonel Shockley qu'il était intéressé par l'affaire Roswell. La réponse du colonel Shockley fut, à ce qu'il me semble, qu'il n'avait pas à s'occuper de ça. Ce n'est pas la première fois, et à mon avis pas la dernière, qu'on empêche cette enquête d'aboutir. Ce type du Congrès, Schiff, il n'a pas dit « Nous possédons des documents, mais ils sont secrets. Vous ne pouvez en prendre connaissance que si vous suivez certaines procédures. » Ça, au moins, ça aurait été une réponse sensée. Mais me diriger vers un bureau qui ne possède pas ces documents et qu'ils savent ne pas les posséder, eh bien, ça, ce n'est pas raisonnable comme réponse. Pour Stephen Aftergood, de la Fédération des scientifiques américains, il y a d'après lui une explication moins secrète et plus terre-à-terre. Les archives nationales affirment qu'il y a plus de 300 millions de pages de documents secrets pour la période d'avant 1960, qui attendent d'être remis en circulation. En d'autres termes, des documents allant d'avant la Première Guerre mondiale jusqu'à 1960. Si nous extrapolons à partir de cela, et tentons d'estimer le nombre de tous les documents secrets à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a bien plus d'1 milliard de pages de documents secrets attendant d'être rendus publics. Le système de confidentialité est devenu une affaire de réflexe. On cache un tas d'informations qui ne sont pas vraiment chaudes et ironiquement, on ne protège peut-être pas comme il faut les secrets vraiment sensibles.
L'incident de Roswell, tout spécialement, fut une histoire durable, car il y a eu tellement de communiqués différents émanant du gouvernement, et en plus, il y a une telle masse de documents gouvernementaux qui sont restés secrets durant plus de 50 ans après les faits. Je crois que le gouvernement a vraiment une dette dans toute cette histoire, et que les gens ont vraiment le droit de réclamer qu'il s'en acquitte. Quelles que soient les choses que légitimement on pouvait garder secrètes, 50 ans plus tard, ça a dû diminuer en importance, de sorte que l'intérêt du public pour celle-ci ne saurait poser quelque problème que ce soit. Whatever may have been legitimately secret 45 years ago has diminished so greatly in sensitivity that the public interest in its disclosure far outweighs any conceivable sensitivity that might remain. Or, ce qu'il faut faire, c'est arriver à mettre dans la tête des membres du Congrès, et c'est déjà dans les têtes de nombreux chercheurs ovnis des États-Unis, comme ailleurs dans le monde, qu'il y a une rétention d'informations pour des raisons que nous ne pouvons que deviner. Dans quel but, on n'en a pas la moindre idée. Mais le fait est que notre gouvernement n'est pas attentif aux citoyens qui veulent simplement être au courant des faits. Je pense que certaines personnes franchissent un grand pas. Elles relient une histoire inexpliquée à une explication impliquant des êtres extraterrestres qui, d'une manière ou d'une autre, seraient actifs sur notre planète. Personnellement, je n'ai pas connaissance de preuves permettant de penser cela, mais il y a certainement une grande quantité de documents gouvernementaux sur le phénomène des objets volants non identifiés, quelle que soit leur nature. On the phenomenon of unidentified flying objects of one sort or another. Un an après leur enquête, Stephen Schiff et les autres attendent toujours. Voici la dernière information en date. Tous les dossiers des bases aériennes concernées de 1945 à 1950 ont été entièrement détruits, contrairement aux règles gouvernementales. Il se pourrait donc qu'on ne connaisse jamais la vérité au sujet de l'incident de Roswell, quel que soit son message et son résultat. Mais un fait est certain, les ovnis ne vont pas disparaître. Des milliers de rapports continuent à être faits année après année. On va essayer de trouver les réponses, cela dépendra de l'ouverture d'esprit des gouvernements. Le régime du secret est un héritage de la guerre froide. Maintenant que l'Ouest et l'Est communiquent, n'allons-nous pas suivre l'exemple russe en essayant de trouver une réponse au mystère du phénomène ovni? Nous ne pouvons exclure la possibilité que des créatures bien supérieures à nous s'intéressent à ce qui se passe sur la Terre. Ces objets volants non identifiés qui apparaissent et manifestent leurs caractéristiques exemplaires, comme leur vitesse, leurs manœuvres rapides et ainsi de suite. On doit les étudier, dans l'intérêt de l'humanité. In the interest of mankind. Je n'adhère pas aux vues de certains ufologues qui prétendent que tout ça se passe dans la tête. Je crois qu'il existe sans aucun doute quelque chose, ou un certain nombre de choses. Il peut s'agir de choses très différentes dans notre atmosphère matérielle. Et si ça peut atterrir, ça peut être photographié, vu et touché. Et de fait, il y a des gens qui affirment que tout cela s'est déjà produit. J'espère qu'un jour, on découvrira ce que cache le phénomène ovni. Même si tout le monde aime le mystère, je crois qu'un jour on saura. It's changing shapes. It keeps like flashing out. Yeah, I noticed that. It's sort of really bright, isn't it? And then it's gone behind a cloud. Oh no, it's flashing on the video, like the tape's running out or something. Oh wow, it's just shot up in the air. Oh wow, well I didn't get it on tape. Don't believe it.